Donc Emmanuel Roux, qui va me rejoindre, est maître de conférences en géographie à l'université Joseph Fourier de Grenoble. Vous vous intéressez au territoire, notamment par le prisme de leurs observatoires. Vous considérez que le fonctionnement des observatoires est révélateur du fonctionnement des territoires. Et donc vous avez co-réalisé une étude à la demande de la DATAR intitulée « Les observatoires territoriaux, sens et enjeux » qui a été éditée en 2011. Et vous allez donc nous expliquer votre compréhension de la fonction des observatoires territoriaux en France à travers une présentation qui s'intitule « Portrait des observatoires territoriaux, sens et enjeux ». Je m'aperçois que j'ai oublié de faire défiler quelques diapos. Je vous passe le micro. Merci bien. Je voudrais, avant d'entamer cette présentation de ce portrait de l'observation territoriale, tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, pour votre invitation, pour m'avoir permis de traverser la France pour venir vous parler de l'observation, non pas de la Bretagne, parce que je ne suis pas originaire du coin, je viens de Grenoble, comme cela a été indiqué, et je ne suis pas spécialiste non plus de la question spécifiquement environnementale, mais plus largement de la question du développement des territoires, du développement durable des territoires, dans lequel, évidemment, on peut inscrire la question de l'environnement. Alors, pour cette présentation, je vous propose de dresser nécessairement un portrait qui sera réducteur compte tenu du temps que l'on va y consacrer. Donc, vous m'en excuserez, mais il paraît que Françoise Dolto a dit un jour que la frustration, ça permettait de grandir. Donc, on va grandir ensemble. Je vous dirai très rapidement en préambule d'où je parle et un petit peu le pourquoi de ce travail. Et ensuite, vous dire que effectivement, l'observation est aujourd'hui fortement en débat. J'essaierai de vous tracer très rapidement la trajectoire des dispositifs d'observation en France. De se dire que derrière ce mot d'observation territoriale, en fait, il recouvre une multiplicité de sens dont on fait souvent l'économie de l'explicitation, mais vous verrez qu'on pourra découvrir quelques univers associés à l'observation. Et enfin, vous dire quelques défis et enjeux qui me semblent être associés à l'observation territoriale, mais Monsieur le Président en a déjà indiqué certains. Alors, en premier lieu, d'où je parle, je suis effectivement universitaire, enseignant-chercheur, et il m'a été donné de pouvoir assez fréquemment travailler avec la DATAR. Une année, j'ai dit à la directrice des études de l'époque qu'il me semblait judicieux, pertinent, à l'heure où il y avait de la vulgarisation de travaux de la DATAR portant sur des questions d'émergence de territoires, des pays, des agglomérations, et de l'édition de petits fascicules, qui me semblait judicieux de pouvoir aussi écrire un petit fascicule sur l'observation territoriale, alors que la DATAR portait un observatoire des territoires en France. Cette proposition n'a pas été suivie de fait, mais quelques années après, la même directrice des études m'a dit « Tiens, effectivement, on a l'opportunité cette année de pouvoir engager un petit travail. Est-ce que tu veux bien le conduire avec quelques-uns de tes collègues ?» Donc en 2009-2010, nous avons proposé avec un collègue, Grégoire Fett, de pouvoir engager un petit travail de réflexion, non pas sur un inventaire des observatoires en France, parce que je crois que le travail serait vain, ou alors il faudrait que tous ensemble nous puissions engager ce travail. Je crois que sur la Bretagne, il y a un travail fort judicieux qui a été entamé, mais au niveau national, ça s'avère vraisemblablement être un chantier qui dépasse une temporalité raisonnable et des moyens financiers dont on sait qu'ils sont désormais restreints. Donc on a néanmoins essayé de procéder à un tour de France incomplet, évidemment, non pas pour un inventaire, mais pour essayer de rendre compte d'une diversité de configurations et de sujets associés à l'observation territoriale, et en prenant le parti de privilégier plutôt un regard sur les observatoires dits locaux, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement portés par les structures d'État ou d'État en région, mais plutôt par et pour les territoires. Au demeurant, évidemment, on ne peut s'absoudre de pouvoir travailler avec les services de l'État qui ont suivi ce travail. Deuxième observation en préambule, c'est que pourquoi j'ai souhaité pouvoir conduire ce travail, c'est que souvent l'observation territoriale fait l'objet d'une incompréhension
pour le commun des mortels. C'est-à-dire que vous êtes tous des spécialistes de l'observation territoriale, mais pour les élus, il y en a quelques-uns dans la salle, j'en suis un, c'est quelque chose l'observation territoriale peut ressembler à quelque chose qui est résolument abscon, qui peut s'apparenter à des usines à gaz, voire si on poussait la critique encore un petit peu plus loin, on pourrait considérer que l'observation territoriale est une manière de ne pas agir, ou en tout cas de déplacer l'action territoriale ou de reporter l'action territoriale. Évidemment que nous considérons tous que l'action territoriale intelligente ne peut s'absoudre ou ne peut se faire sans connaissance préalable. Sans connaissance préalable. Mais vous verrez, c'est ce que je dirais tout à l'heure, que le rapport entre connaissance et action n'est pas aussi évident que cela, quand bien même pour nous il peut paraître aller de soi. Donc l'observation ou les observatoires territoriaux, c'est une réalité complexe, comme cela a été souligné. Moi, ce qui m'intéresse, m'importe, c'est d'observer l'observation. C'est-à-dire de regarder ce qu'il y a ou la manière de pouvoir rendre compte de la multiplicité des registres, des thématiques, des enjeux qui se font forts à travers la question de l'observation, dont on peut s'intéresser par exemple à la compréhension de ce pourquoi il s'agit de mettre en place des dispositifs d'observation, c'est-à-dire ce que sont les contextes et les intentions qui président à l'observation. Ou encore rendre compte de la multiplicité et de la diversité des dispositifs de l'observation en dépassant l'exclusive dimension technique, voire informatique, mais en se disant que en fait, ce sont d'abord des gens, comme vous et moi, comme des acteurs, qui à un moment donné essaient de travailler ensemble ou parfois travaillent seuls pour essayer de résoudre un certain nombre d'énigmes, ou en tout cas de faire au mieux en fonction des moyens qui sont les leurs et qu'ils essaient de développer. Donc on va trouver des configurations diverses. Il s'agit parfois de structures très formelles, très organisées, qui fonctionnent par des systèmes de conventionnement qui peuvent paraître parfois très rigoureux, comme des dispositifs beaucoup plus souples, voire très informels, qui sont des coalitions d'acteurs dont les structures elles-mêmes ne savent pas nécessairement la façon dont elles fonctionnent réellement. Et que tout ça procède selon des démarches qui peuvent, elles, également varier, qui ne sont pas nécessairement linéaires, mais plutôt itératives. Et que l'intérêt de l'observation, c'est qu'on voit des dispositifs d'observation à toutes les échelles. Madame la vice-présidente indiquait tout à l'heure que le niveau communal n'était peut-être pas toujours très visiblement, on ne rendait pas nécessairement compte des travaux à des échelles communales ou infracommunales, parce que c'est parfois difficile de trouver des observatoires à ces échelles-là, ou alors dans le paysage national, ils peuvent apparaître comme très peu probants, très peu encore qu'ils existent. Derrière la question de l'observation se jouent aussi des questions d'enjeux, voire d'enjeux politiques et de modalités d'organisation et de gouvernance. Et enfin, l'observation, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'à travers l'observation, on se saisit, on peut rendre compte de la façon dont les territoires s'intéressent aux problématiques territoriales. Donc vous voyez que pour un chercheur, effectivement, l'observation territoriale est un système foisonnant et très intéressant du coup à regarder. J'en viens maintenant au propos principal. Je vais aller peut-être un peu plus vite pour vous dire que les préoccupations actuelles en matière d'observation territoriale se font jour à toutes les échelles territoriales. Alors je pense qu'il y a des raisons un petit peu contextuelles associées à la nécessité de faire en sorte, comme cela a été indiqué très justement, de faire mieux en ayant un peu moins. Je crois que ce contexte économique invite à trouver des modalités, des systèmes de mutualisation. C'est peut-être aussi le moment de rappeler qu'à plusieurs, on arrive peut-être à être plus efficace, plus efficient dans la manière de traiter ou de répondre aux problématiques territoriales. En tout état de cause, qu'il s'agisse du niveau national, donc je me suis permis de mettre la couverture de notre petit ouvrage sur la gauche, qu'il s'agisse d'échelle intercommunale. J'ai repris là la revue parue l'an dernier par les intercommunalités, donc c'est la revue de la DCF, qui l'an dernier, en 2012 à Biarritz, a consacré un atelier spécifiquement dévolu à la connaissance partagée sur les territoires.
au nom de l'efficacité, d'une plus grande efficacité des politiques publiques, de la nécessité d'améliorer l'aide à la décision, de permettre davantage de connaissances ou de mieux anticiper. Je me suis permis également de rappeler qu'à des échelles encore plus la Fédération nationale des agences d'urbanisme a consacré également des travaux spécifiquement associés à l'observation territoriale. Le mois dernier, j'étais à l'Assemblée des régions de France pour parler de la question de l'observation territoriale. La semaine dernière, j'étais à Poitiers pour parler de l'observation territoriale. J'ai été sollicité sur des questions de circuits courts, de l'observation de circuits courts. Donc vous voyez qu'il s'agisse d'échelles micro, locales ou nationales. Je crois que, comme ici d'ailleurs, cela s'inscrit dans une réflexion sur les déclinaisons territorialisées et des sens de l'observation. Alors, quelques mots pour rendre compte de la trajectoire de l'observation territoriale. J'aime bien cette courbe parce qu'elle permet, alors c'est une fréquence cumulée, de montrer combien l'observation territoriale est grandissante depuis les années, alors elle existe depuis les années 50, mais à partir des années 2000-2002, vous voyez une inflexion notable de la mise en œuvre de dispositifs d'observation. Cette courbe est pas très difficile à faire. En revanche, ce qui est plus difficile à faire, c'est de rendre compte de la mort des observatoires territoriaux, puisqu'en général, on n'annonce pas la mort d'un observatoire territorial. Donc, je m'excuse, mais j'ai pas l'équivalent sur le déclin de l'observation territoriale. Simplement donner quelques raisons majeures de la croissance des dispositifs d'observation sur les territoires. Il y a d'abord l'héritage de l'observation de l'État sur les territoires depuis les années 50 et puis jusque renforcé dans les années 80 avec la décentralisation. Je crois que l'observation de l'état du territoire, d'ailleurs c'est le cas de le dire, permet de rappeler combien nous héritons de systèmes et d'éléments particulièrement importants pour essayer de lire une forme de continuité horizontale de l'observation sur les territoires, essayer de savoir partout sur les territoires, comme cela a été dit par le président tout à l'heure, mais également une continuité verticale, c'est-à-dire cette ambition par agrégation de pouvoir lire des choses au local et qui remontent jusqu'au national et l'effet inverse. Une continuité temporelle de l'observation, c'est-à-dire à des fréquences régulières, et enfin une continuité déontologique en ayant des dispositifs qui essaient de maintenir une rigueur quant à la validité de l'information. Alors je crois que nous sommes héritiers de cette manière de considérer l'efficacité et l'usage de l'observation territoriale, mais vous le comprendrez que cet héritage-là n'est pas facile toujours à assumer. Donc en parallèle de cela, il y a la naissance et l'augmentation croissante des dispositifs d'observation par et pour les territoires depuis les années 80. Et puis ça a pris cours au cours des années 2000 pour de multiples raisons. C'est qu'il y a l'avènement de la question des projets de territoire, il y a la croissance de dispositifs d'observation associés à l'émergence de collectivités territoriales et des EPCI, évidemment. Et donc, chacun des territoires est amené à observer pour mieux se connaître, c'est-à-dire que dès lors que se créent des systèmes ou des organisations qui portent des compétences, elles ont nécessité d'essayer d'asseoir ces compétences sur de nouvelles connaissances. Donc il s'agit de se connaître, mais également de se faire reconnaître vis-à-vis d'autrui. Je dirais que la dimension de l'observation est éminemment une dimension politique, quand même on l'aborde assez peu fréquemment, et qu'il s'agit aussi de permettre de reconnaître autrui, puisque vous observez avec des partenaires, mais pas avec n'importe qui. Donc cela fait sens également de savoir avec qui l'on observe ou avec qui on n'observe pas, ou pas encore. Et puis enfin, l'observation permet de lire des dynamiques territoriales, des évolutions, au risque de s'apercevoir qu'il peut y avoir des décalages entre action et connaissance. Tout cela est aidé par ce que j'ai nommé la culture NTIC. Les jeunes diraient aujourd'hui la culture geek, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir se saisir de l'information sur les sites internet divers, mais qui viennent éventuellement bousculer quelques éléments de déontologie que j'évoquais tout à l'heure.
Et enfin, je crois que, comme je l'ai indiqué, le contexte prégnant de la question de l'efficacité ou de l'efficience des politiques publiques amène à aussi une augmentation et une croissance de l'existence de dispositifs d'observation. Donc du coup, on s'est intéressé à savoir à qui revenait finalement l'initiative des dispositifs d'observation. On ne peut pas généraliser la chose parce qu'on va trouver multiples configurations, mais quand même, il y a quelques tendances qui montrent que l'observation est souvent à l'initiative de techniciens qui se voient amenés à devoir apporter des réponses ou proposer des configurations d'organisation et de gestion de problèmes sur les territoires, et donc pour ce faire, mettre en œuvre des dispositifs ou des systèmes, et ces systèmes deviennent souvent des observatoires. Évidemment que cette construction-là est souvent mixte, c'est-à-dire une construction à la fois d'élus, évidemment, et de techniciens. Et puis on voit poindre de façon de plus en plus prégnante la dimension réglementaire, c'est-à-dire qu'à chaque dispositif ou à chaque politique publique est associé ou est adossé un dispositif d'observation. Cela vaut pour les PLH, cela vaut pour PLH, plans locaux de l'habitat, cela vaut en matière de cohésion sociale, cela vaut en matière de planification territoriale avec les SCOT, mais j'imagine que ça doit valoir également sur des questions vraisemblablement environnementales. Donc cela participe de la croissance des dispositifs d'observation. Je le dirai très rapidement tout à l'heure, à contrario, les bénéficiaires de l'observation territoriale, même si l'invitation est louable de dire que l'observation territoriale doit profiter à tous, la réalité c'est qu'elle descend assez peu jusqu'à l'échelle du citoyen, de l'habitant usager citoyen. Donc le décalage qui a été évoqué tout à l'heure entre la sphère technique des connaisseurs et puis les citoyens qui semblent peut-être un petit peu distants de ces systèmes-là est un vrai enjeu, je le rappellerai à la fin. Quoi qu'il en soit, l'observation territoriale est toujours problématique où la mise en œuvre de dispositifs d'observation doit répondre à des enjeux qui sont le délicat compromis entre une commande, des objectifs qui sont souvent ambitieux, louables, importants, mais qui sont confrontés aussi à des questions d'ingénierie, c'est-à-dire de capacité ou de possibilité d'accéder à de l'information, voire à faire exister de l'information, à des moyens techniques dont on sait qu'ils ne sont pas difficilement, à l'heure actuelle, on peut difficilement les déployer de façon incommensurable ou inconsidérée. Ça renvoie également à des compétences humaines, évidemment, à des moyens financiers. Et puis, le compromis doit se faire également avec le territoire que l'on observe, c'est-à-dire les périmètres, la réalité ou les réalités socio-économiques, voire les acteurs des territoires. Le tout permet aussi de se dire que l'observation territoriale ou l'observation sur les territoires est certes plurielle, mais on peut en trouver une très grande variété dont on va essayer un petit peu de rendre compte des grands domaines. Il y a 3 domaines principaux qui finalement recouvrent la grande majorité de l'observation territoriale. Ce sont des domaines qui sont initialement des domaines d'observation régaliens, c'est-à-dire de l'État par l'État, mais dont le relais s'est fait par les collectivités territoriales. C'est la question de l'économie et de l'emploi, dans le contexte que vous connaissez. Ça ne vous étonnera pas, mais c'est quelque chose qui est récurrent dans le temps. C'est la question de l'habitat. On parle souvent de la question du logement, ça a été rappelé tout à l'heure. C'est aussi un débat récurrent sur les territoires, quels qu'ils soient, en ville comme à la campagne. Et c'est la dimension sociale qui vient en 3e lieu, peut-être de façon un petit peu moindre. Je me suis amusé à essayer de mettre une étiquette collée, l'étiquette environnement, et à forcer le trait pour l'occasion, en vous disant que, je ne veux pas dire malheureusement, mais vous voyez que l'observation de l'environnement dans le champ de l'observation nationale ou territoriale, on va pouvoir, si on s'amusait à faire un palmarès, de le trouver plutôt en 7e ou 9e rang, selon la façon dont on comptabilise les choses, et en tout cas que c'est une dimension émergente plus tardivement que d'autres domaines, c'est-à-dire bien au-delà des années 2000, puisque je vous ai dit qu'il y avait une inflexion dans l'augmentation des observatoires depuis les années 2000. Donc c'est quelque chose dont on sait que c'est en croissance, comme la question de mobilité d'ailleurs ou de déplacement de façon prégnante sur les territoires.
Alors ici, vous êtes finalement un très bon contre-exemple de ce que je suis en train d'énoncer, puisque vous êtes très en avance sur la diversité et la capacité de lire très finement l'observation de l'environnement dans les territoires. Alors, tout ça pour dire qu'il y a des champs classiques de l'observation et puis des champs émergents dont l'environnement, ça peut paraître presque honteux de dire ça d'où je suis, mais lorsqu'on regarde de très loin, évidemment, on réduit les réalités. Quelques enjeux sur peut-être le fait de regarder moins spécifiquement ou par secteur les thématiques et peut-être en devenir l'intérêt de regarder de façon croisée les choses entre habitat et environnement, pour donner qu'un exemple un peu trivial ou basique. Et puis d'autres sujets en devenir qu'on voit poindre, c'est la question du bien-être, c'est la question des fragilités territoriales, et encore se dire qu'il y a des sujets que l'on n'observe pas ou peu, ou dont on parle guère, parce que parfois politiquement difficilement appréhendable. Quelques éléments sur les usages réels de l'observation territoriale. Je vous ai dit tout à l'heure que derrière ce mot, ou que ce mot était un mot valise très pratique pour parler de multiplicité de choses. Je me suis amusé ici à essayer de rendre compte de la diversité de ce à quoi renvoie la question de l'observation, de l'information pour le plus grand nombre, c'est-à-dire être capable de pouvoir accéder à une information, donc une information stockée, comme permettre de la connaissance, donc dispositifs cognitifs ou des dispositifs qui permettent la compréhension dans le temps, jusqu'à de l'aide à la décision, de la veille territoriale, de la construction de partenariats, de l'évaluation de l'action, de la prospective territoriale, de la gestion, pour dire autrement maintenant du management, ou enfin à l'usage de l'observation à des fins communicationnelles ou de marketing territorial. Voilà quelques sphères ou quelques éléments auxquels peuvent renvoyer l'observation. Lorsqu'on interroge les pratiquants, on s'aperçoit que l'observation est essentiellement utilisée. C'est ce à quoi renvoie le petit graphique là, pour que tout à l'heure vous saisissiez plus facilement ce qu'il en est sur l'observation de l'environnement en Bretagne, que cette information-là, ou que l'observation renvoie avant tout à l'idée de la connaissance territoriale. Donc l'usage privilégié de l'observation, c'est en fait la connaissance territoriale en premier lieu. De façon moindre, et c'est un élément qui me paraît très important, l'action et son suivi, et de façon encore moins importante, la question de l'évaluation et de la prospective, c'est-à-dire une dimension stratégique, c'est le pétale en bas à droite, ainsi que l'usage en termes de marketing territorial ou de communication territoriale et d'amélioration des dispositifs de fonctionnement et donc de gestion des territoires. C'est là où je vous dis que du coup, si on peut lire un lien qui peut apparaître évident entre la connaissance et le suivi de l'action, il n'en est rien, ou en tout cas ce lien est beaucoup plus fragile ou beaucoup plus en pointillé, on va dire, entre la connaissance et la stratégie territoriale. Et pour autant, lorsqu'on regarde cela, si on essaie d'inscrire cela dans une temporalité plus longue, pour essayer de lire ce que sont les tendances, on peut voir que la question de la connaissance tend à se rétracter. Alors on peut expliquer cela par le fait que les élus, encore une fois dont je suis, ont parfois un petit peu du mal à considérer qu'on leur resserre des diagnostics de territoire, mais en même temps l'exercice est souvent un exercice obligé. Et donc ils ont le sentiment qu'une connaissance récurrente ou renouvelée peut être un petit peu peut prendre du temps et pas nécessairement nécessaire pour agir. Je laisse ça au débat, c'est pas à moi en décider. Alors donc cela plaide souvent pour des dispositifs d'observation qui soient plus souples, moins lourds à porter. Et donc vous voyez que en contrepartie de cette rétractation de la connaissance se déploie en revanche l'idée selon laquelle l'observation permet de coopérer. Le contexte l'explique, et donc il y a une forte propension à l'augmentation de la coopération en termes d'observation.
de la même manière que l'observation tend de plus en plus à devenir une observation opérationnelle et pragmatique, quitte à questionner la dimension de la temporalité que j'évoquais tout à l'heure, ou d'éthique. Et enfin, on s'aperçoit que l'observation, pour aller dans le sens de ce que j'évoquais tout à l'heure, ne va pas nécessairement de pair avec la question de la communication ou la question de la prospective, qui a ses propres écoles et qui est parfois considérée comme trop politique pour pouvoir être associée ou directement associée à l'observation territoriale. J'en terminerai par quelques enjeux rapides. Tout d'abord, la question de l'enjeu de l'observation par et sur les territoires. On a, je vous l'ai dit, le sentiment, vu de loin, d'un foisonnement extraordinaire de dispositifs d'observation dont on ne sait où commencent les uns, où s'arrêtent les autres, comment ils fonctionnent les uns avec les autres. Et donc, on va s'apercevoir qu'il y a des jeux politiques, même de politique locale, ou des jeux de gouvernance qui se font jour sur les territoires. Alors tout ça questionne sur une forme de continuité de la connaissance territoriale de façon horizontale. Est-ce que la multiplicité de ces dispositifs permet d'avoir une connaissance continue? Cela est moins sûr. Est-ce que les dispositifs dans le jeu de l'organisation territoriale permettent de regarder très finement ce qui se passe au local pour rendre compte au niveau national ce dont il se passe? Rien n'est moins sûr non plus. Donc la question de la continuité spatiale et la continuité fonctionnelle ou organisationnelle est un des éléments qui est certainement en jeu et qui, pour certains, y compris des services de l'État, est désormais un exercice qui est vain pour des raisons à la fois techniques, mais pas que, mais surtout pour des raisons d'ordre financier. Donc il s'agit peut-être quand même d'entamer le débat, de savoir quelles sont les coalitions territoriales pour permettre qu'il n'y ait pas de trous, on va dire, ou de trop gros patchwork sur les territoires, au risque d'avoir des territoires très observés, très finement organisés, et des observatoires pour lesquels, ou des portions de territoire pour lesquelles on ait une connaissance territoriale, y compris en matière d'environnement, bien moindre. Je rajouterai à cette analyse-là le fait que je crois que nos gouvernants, dans un article récent de la loi Allure, me semble-t-il, ont mis le pied sur l'idée historique selon laquelle l'État, faute de moyens sur les territoires ruraux, pouvait prendre la compétence, ou en tout cas se proposer d'avoir cette intelligence territoriale pour les territoires ruraux. Je crois que désormais, dans le texte de loi Allure, il a été dit que l'État ne pourrait plus se substituer aux collectivités territoriales pour observer ou pour faire de l'ingénierie à leur place. En parallèle, on voit poindre de nouvelles organisations territoriales, de nouveaux dispositifs territoriaux, y compris pour les territoires ruraux, leur donnant éventuellement la capacité de pouvoir se déployer en matière d'ingénierie pour pouvoir observer les territoires. Je crois que là, il y a des enjeux importants quant à la lecture et l'évolution de la place de l'État ou des coalitions entre État et collectivités territoriales en matière d'observation. Deuxième et avant-dernière image, des enjeux évidemment de méthode, de moyens et d'appropriation. Je crois qu'un des éléments qui est important pour faire en sorte que l'observation territoriale, qu'il s'agisse de l'environnement ou autre, puisse être appropriée, ce sont des enjeux de langage, au risque sinon de faire en sorte que l'observation territoriale, si elle a une vertu, c'est de permettre à chacun qu'il ait une connaissance de ce qui se passe sur ces territoires, demeure quand même une affaire de spécialistes. Donc je crois qu'il y a des enjeux de langage entre les structures et entre les catégories d'acteurs pour faire en sorte, y compris de méthodes, pour parvenir à ce qu'il y ait un partage, au moins à minima, de la question de l'observation. Et du coup, vous avez raison de démocratiser vos travaux ou les rendre accessibles au plus grand nombre. Il y a évidemment un enjeu de moyens, je crois que ça a été souligné, mais il faut le rappeler, quitte à opérer des priorisations, quitte à en frustrer encore davantage certains, des combinaisons à imaginer ou des mutualisations à imaginer. Ce ne sont pas des vains mots, mais la question de la maîtrise des coûts, même si on a pour un certain nombre d'entre vous eu l'habitude de crédits CPER qui étaient très pourvoyeurs de crédits en matière d'observation territoriale. Je crois qu'il faut imaginer des dispositifs qui soient moins onéreux, mais tout autant utiles et appropriés. Et enfin, des enjeux, je l'ai dit, mais je terminerai là-dessus, des enjeux de démocratisation
au risque donc de faire en sorte que, pour permettre une plus grande appropriation. Je me suis permis une dernière diapositive avec des gros mots, plein de gros mots, des enjeux d'acculturation, de médiation interlogique, pour dire une chose très très simple. Alors c'est des mots universitaires évidemment, mais pour dire une chose très simple. L'observation a au moins un mérite, c'est que c'est une formidable capacité de médiation, c'est-à-dire de mettre autour d'une table des acteurs qui se connaissent, parfois se côtoient, mais qui ne voient pas nécessairement le monde de la même manière, et qui voient en tout cas le monde au prisme de leurs prérogatives ou de leur pouvoir ou considération. Donc l'invitation, c'est de faire en sorte que ces dispositifs d'observation soient le lieu privilégié de la rencontre de ces mondes entre des politiciens qui parfois peuvent s'absoudre de la question de la connaissance parce qu'ils ont une connaissance très sensible des territoires, pour pas dire parfois une connaissance très politicienne ou très politiste des territoires. Donc ils sentent ce que sont les enjeux des territoires, de ceux qui ont une vision technique, c'est-à-dire qui savent dire ce que sont les enjeux au regard de la mesure, au regard des évolutions, au regard des trajectoires. Ceux qui doivent nécessairement dire ce que sont les priorités pour les territoires au regard non pas de la dimension technique ou de la dimension politique, mais au regard de ce dont on dispose comme moyen pour faire. Et cela souvent préside à l'organisation des budgets et donc à la vocation de ce que sont les priorités et les orientations territoriales. Et puis ceux qui sont les habitants, usagers, citoyens, qui disent leurs préoccupations parfois de façon un peu véhémente, et donc qui permettent de mettre en débat ou de trouver des modalités donc, de compromis. Voilà. Donc lorsqu'il y a des compromis dans la société, on peut se dire qu'un des premiers compromis et de lieu de médiation, c'est l'observation des territoires. Je vous remercie. Merci Emmanuel Roux.